On les appelle à tort des clichés, des poncifs, alors que ce sont des figures de style essentielles au cinéma. Ce sont ces scènes, ces images, qu'on a déjà vues 100 fois, mais qui sont à chaque fois différentes. Ce sont comme de petits motifs musicaux qu'on entendrait de film en film et qui font dialoguer les films entre eux. Ces images, ce sont des tropes culturelles qui nous racontent une histoire souterraine du cinéma. Bienvenue dans Déjà Vu. L'immense James Cameron s'est déjà invité dans nos épisodes de Déjà Vu. Il nous a offert l'une des plus belles synecdoques dans notre épisode sur les pieds. Et il a conclu d'une façon presque ironique notre épisode consacré au Cat Scare. Ses 40 ans de carrière hors norme lui ont valu des centaines de milliers d'articles dans la presse, dont beaucoup ont insisté sur ses exploits technologiques. Mais pourtant, on serait bien en peine de trouver des études qui adressent spécifiquement sa technique de mise en scène. La raison tient en son emploi régulier de figures qu'on appelle classiques et qu'il emploie très méthodiquement. L'extrême lisibilité de son style donne l'impression qu'il ne fait que diriger notre regard en nous donnant progressivement les informations dont nous avons besoin. A priori, donc, Cameron ne fait pas dans la fioriture ou l'effet de style. Il ferait même un peu du WYSIWYG, initial de What you see is what you get. Seeing her coming out of the darkness like a ghost ship still gets me every time. To see the sad ruin of the great ship sitting here. You're so full of shit, boss. Et effectivement, il y a chez lui un sens particulièrement aigu de la discrimination entre ce qui apparaît à l'écran et ce qui n'y apparaît pas. Ce qui lui autorise en réalité des effets spectaculaires que le spectateur n'a ni le temps ni le réflexe de questionner. Dans Abyss, Hippie observe dans un grand silence l'activité des militaires sans percevoir la présence de Coffy à 20 cm de lui, dans un effet digne d'un slasher. Dans Aliens, personne n'a grillé qu'une créature d'environ 8 tonnes était accrochée sous la navette. Et dans Avatar, il suffit de quelques fleurs pour cacher la présence d'un troupeau de marteaux titanothères. Ces effets de surprise fonctionnent et suspendent notre incrédulité parce qu'ils nous sont donnés dans un ordre précis et selon un rythme précis. Réécoutez attentivement ce rythme très musical. L'ordre des informations que l'on donne et le tempo avec lequel on les donne, c'est ce qui fait depuis la nuit des temps l'art du conteur. Et si l'on en croit les dessins de jeunesse de James Cameron, ce rôle essentiel de l'artiste l'obsède depuis fort longtemps. Les outils du conteur, ce sont de violents contrastes pour stimuler conjointement l'émotionnel et le sensible. Réveiller chez le public un symbolisme qui n'est pas là pour être analysé, mais pour être ressenti. Car James Cameron, rappelons-le, a une formation d'ingénieur. Il fabrique de la mécanique, et ici, en l'occurrence, une mécanique de récit. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas qu'on le remarque lui, mais que sa création fonctionne. Tout comme Steven Spielberg, il n'a jamais hésité à emprunter à ses aînés des idées visuelles qui ont déjà fait leur preuve sur le public. Comme par exemple de nous présenter un personnage à travers ses accessoires, pour nous aider à le juger plus rapidement, comme dans le cas du rigide Quaritch. You are on Pandora, ladies and gentlemen. Respect that fact. Ou au contraire à tromper notre jugement en nous faisant passer la jeune Rose DeWitt pour une horrible enfant gâtée.
L'art du conteur, c'est un jeu subtil avec ce que le public comprend et interprète, et où il est parfois possible de complètement changer la perspective de la scène que l'on vient de voir, en rajoutant, in fine, un simple détail, un rouage supplémentaire. Les rares fois où un style James Cameron devient manifeste, c'est dans son utilisation parcimonieuse mais toujours efficace du ralenti. Cela se fait généralement dans des moments de tension maximale, lorsque les différentes branches du récit se croisent en un point que le spectateur sait être crucial. À cet instant, la bande-son se modifie pour devenir ultra subjective, comme intériorisée, et cet étirement maximal, cette suspension du temps, ce gros point de stabilo pour que le spectateur apprécie la gravité de l'événement, est aussitôt suivi de sa conséquence brutale en un déchaînement de violence qui nous fait sortir du ralenti. Cette alternance volontairement classique entre l'objectif et le subjectif dans le travail de la bande-son, James Cameron l'emploie aussi dans le jeu des focales, pour distinguer ce que la caméra voit et ce que voit un personnage qui focalise son attention. Ce jeu des focales, et donc ce jeu sur la profondeur de champ, est également tributaire du récit, du rapport que le décor entretient avec les personnages et leurs enjeux. Il est de moindre importance dans True Lies, par exemple, qui est le film où Cameron utilise le plus souvent la longue focale. Why don't you just pull over right here? What's up? Oh, I really screwed up with Helen last night. A l'inverse, le décor de Titanic est l'enjeu central autour duquel gravitent tous les récits. Mr. Andrews, I saw the iceberg. Et il justifie un recours régulier à des focales plus courtes et l'emploi intense du Steadicam pour lier ces éléments entre eux. Et puisqu'on parle de Steadicam, ou même de caméra portée, notez la fréquence avec laquelle Cameron opère ou fait opérer à ses acteurs des mouvements en L, dans des angles droits, pour maximiser la vitesse et la brutalité du mouvement. Tandis que beaucoup de blockbuster makers privilégient la pose ou l'atmosphère, Cameron semble ne s'intéresser qu'à la mécanique du récit et à son tempo. À la façon d'un ingénieur, encore et toujours, il n'aura aucun scrupule à emprunter ses outils à d'autres si cela lui permet de construire son projet. Il a de toute évidence emprunté aux Australiens comme George Miller l'art de filmer des véhicules à grande vitesse. Il a été un des tout premiers à comprendre en quoi l'ingénierie particulière de l'animation japonaise, avec ses contrastes visuels et sonores extrêmes, pouvait être bénéfique aux blockbusters hollywoodiens. Il est même devenu un des principaux ambassadeurs du genre. Et en retour, Hollywood a bien compris tout le bénéfice qu'elle aurait à émuler ce que l'ingénieur et ingénieux Cameron a fabriqué. Of those who like to put their faith in mankind's inherent goodness. Based on what, exactly? It's in your nature to destroy yourselves. Yeah. Sur le plan des formes, son rôle au sein de l'industrie américaine rappelle celui de John Ford, lui aussi réputé pour sa mise en scène aussi efficace qu'invisible, jusqu'à devenir la définition même du classicisme.
Pas de fioritures ou de préciosités, mais des idées et des mouvements qui fonctionnent immédiatement, objectivement, et qui impliquent toujours activement le spectateur dans le récit. Et tout comme chez John Ford, c'est cette ingénierie implacable et impeccable qui lui permet d'amener son public, en l'occurrence tous les publics, vers l'instant de grâce. Come on, you can do it, baby. His name is James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. James Cameron, explorer of the sea, with a dying thirst to be the first. Could it be? Yeah, it's him, James Cameron.